Rentrée de classe du côté de l'AS Douanes, Dango Ouattara en liste pour le titre de meilleur joueur espoir du continent africain en 2022. Les étalons d'hommes sont rentrés. C'est l'heure donc du bilan et l'association donc des arbitres du FASO AMAF qui s'invite dans l'organisation des compétitions sportives. Monsieur, dames, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport 3, l'émission au cœur de l'actualité sportive sur le groupe Watt FM 3 TV. Et pour parler donc de cette compétition organisée par l'AMAF, nous recevons son président, l'arbitre Sidou Belem. Président, bonsoir. Bonsoir, monsieur Somda. Bonsoir, mesdames et messieurs les spectateurs de 3 TV. C'est un réel plaisir pour nous d'avoir sur ce plateau le président donc de l'amicale des arbitres du FASO, l'AMAF. Et puis, pour les parties débrief et analyse, nous avons fait appel à un consultant, parmi donc les plus grands, parmi les plus immenses, puisque nous recevons l'immense Ibrahim Djanda. Djanda, bonsoir. Bonsoir à vous, jeune William Somda. Je ferai donc le plaisir de ne pas rentrer donc faire le commentaire donc de vos qualifs. C'est mieux de ne pas faire de commentaire. Parce que comme l'arbitre est là, oui. Donc je pense que lui il sera peut-être mieux indiqué pour nous départager. Bonsoir à vous, monsieur Belem, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci à toi, Ibrahim Djanda. Des cartons rouges peuvent prévoir donc ce soir. Attention à toi parce que je reste persuadé que monsieur Belem en a donc dans la poche. Actuellement, nous parlons donc du bilan des étalons d'âme à cette CAN Maroc 2022 éliminé dans le premier tour après 2 défaites et 1 nul. Les filles de Pascal Savadogo sont rentrées donc dans la nuit de mardi à mercredi donc à Ouagadougou. C'est l'heure du bilan. Assami Thiem Touré est allé à la rencontre de la tête pensante des étalons d'âme. Pascal Sawadgo est un éducateur sportif de formation. Avec son club Étincelle, il a contribué à former plusieurs filles. Nommé à la tête de l'équipe nationale féminine, il qualifie le Burkina Faso pour la première fois à la CAN. Son objectif pour cette participation était à plusieurs niveaux. Quand je partais à la CAN, j'avais au moins 4 objectifs. Premièrement, c'est montrer aux Burkinabés que les propres filles aussi peuvent jouer au ballon. Et heureusement, pour nous, on a joué le match d'ouverture à 20h30. C'est l'heure à laquelle beaucoup de Burkinabés étaient à la maison. Donc, pour une fois au moins, les Burkinabés ont regardé leurs filles. Deuxièmement, on ne voulait pas être ridicule. Parce que c'est le coach qui est là avec ses enfants. Vous êtes là, on vous la mine 5-0, 6-0. Le match est désagréable à voir. D'autres vont se décourager, éteindre les télé. Donc, ça aussi, je pense que malgré qu'on a perdu, c'était quand même des scores, j'allais dire, un peu honorables. Les derniers objectifs, bon, c'est que les autorités aussi puissent avoir un regard bienveillant sur le football féminin et même la fédération, qu'on ait un peu plus d'organisation. Éliminé au premier tour, Pascal dit être satisfait de la prestation de ses joueuses dans l'ensemble, malgré la préparation avec les moyens limités. Et les échos qui nous parviennent, bon, les gens osent nous féliciter, malgré qu'on n'a pas... Parce que nous voulons aussi aller à la Coupe du Monde, ça c'était un objectif un peu secret, aller à la Coupe du Monde, mais malheureusement on n'a pas pu. Bon. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai l'impression que personne ne croyait en nous, en dehors de nous et quelques-uns. Bon, donc, si bien qu'on n'a pas eu assez d'accompagnement, mais j'espère que vu ce qu'on a fait, le lendemain meilleur, en tout cas, s'ouvre à nous. Si par moment on nous accordait un peu de crédit, je pense qu'on peut aller plus loin. Selon lui, les étalons d'âme ont montré qu'elles avaient le niveau de la compétition, mais le cadrage, la finition ont fait défaut. Quel que soit le bloc équipe, comment presser, comment défendre quand on a corner ou coup franc, comment jouer quand on a corner ou coup franc. Je pense que ces 4 aspects-là sont maîtrisés. Ce qui nous manque, c'est le cadrage. On a pris le but sur contre-attaque. Dès que nous sommes en attaque, quand on perd la balle, dès la perte de la balle, il faut rapidement empêcher l'adversaire de s'organiser. Ça, on n'a pas réussi. Pour que le football féminin prenne son envol, Pascal Sawadgo propose qu'il y ait une bonne organisation à la base, des primes à la formation et des bourses pour les joueuses. Pour moi, on n'a pas besoin de faire des séminaires, des ateliers. Le football féminin a quelques problèmes. D'abord, l'organisation à la base. Que tout club féminin qui veut vraiment avoir de la qualité s'adosse à une école. Puis que l'école recrute chaque année, souvent même à 5 ans. Si vous commencez à 5 ans, pour ceux qui ont de la vision, prenez une fille de 5 ans. La fille a 10 ans d'entraînement. Elle dit quand elle aura 15 ans ou 16 ans, c'est déjà, elle joue comme déjà un garçon. Donc l'organisation s'adosser derrière une école. Et que la fédération n'a qu'à faire une prime à la formation. La formation c'est fini, maintenant la motivation. Vous voyez qu'il y a des bourses qu'on donne aux garçons.
Si on pouvait donner ne serait-ce que 20 000 francs en deuxième division, 30 000 francs en première division. Parce qu'on dit que le travail nous éloigne. Voilà, 3 choses, l'ennui, le vice et le besoin. Si la fille ne s'ennuie pas, elle n'a pas de mauvais comportement. Mais si elle est un peu, parce qu'il y a des clubs qui ne peuvent pas payer 20 000 par mois, quoi qu'on dise. Rappelons que Pascal a en charge l'équipe nationale féminine junior qui sera en compétition bientôt. Voilà, donc les étalons dames qui ont tenté ce qu'elles pouvaient. Un bilan sans complaisance du coach Pascal Savadogo. On a presque des larmes aux yeux en l'écoutant. Avec lui, on apprend maintenant dans quelles conditions le football féminin vit au quotidien au Burkina Faso. Alors Ibrahim Dianda, j'ai presque envie de dire que Pascal Savadogo, en opposition à ceux qui ont osé le féliciter, a osé vider son sac. Oui, c'est vrai qu'il faut féliciter un peu le coach qui a quand même su appeler le chat par son nom, même si par moment il a voulu rester juste un peu professionnel en ne dévoilant pas certaines choses. C'est maintenant qu'on comprend pourquoi on a donné donc du jus, des cartons de jus à plusieurs personnes, parce qu'on se dit que ça n'en valait pas la peine. Et ici, nous on l'a dit sur plateau à plusieurs reprises. Vous avez donné donc ce triptyque donc de cette grossesse indésirée, parce que à la limite, il l'a dit, sauf lui et ses filles et quelques-uns qui étaient autour, qui croyaient. Grand nombre de personnes n'y croyaient pas, finalement. C'est vrai, on peut le dire, la discipline n'était pas forcément, la catégorie féminine n'est pas forcément développée, mais il y a quand même depuis quelques années que le championnat féminin se tient régulièrement, que ce soit en première division, que ce soit en deuxième division. Il y a un peu de moyens qui est mis donc à ce niveau. Donc ça dit quand on organise des championnats, on organise donc des équipes en junior, cadet et senior, c'est pour aller à des compétitions internationales. On s'engage pour des compétitions internationales, on arrive à créer cet exploit-là pour se qualifier pour la première fois à une Coupe d'Afrique des Nations, qui est quand même l'un des, je dirais, le plus grand tournoi continental. On ne donne pas les moyens qu'il faut pour aller donc au niveau donc de cette compétition. À la limite, on n'a que des regrets, parce que quand on regarde le niveau, quand on regarde un peu le niveau des autres, on regarde un peu cette équipe de Burkina Faso jouer, on se dit que il y avait de la place pour faire mieux. Si on avait peut-être cru un peu en accompagner. Si on avait osé accompagner. Mais là, on s'est dit, ben voilà, c'était des scores fleuves qui vont aller prendre 5, 6, 7, 0. Ils n'ont pas le niveau face aux Marocaines, face aux Sénégalais. Mais on se retrouve que, voilà, sur les matchs, quand on regarde, c'était sur les faits de jeu et qui sont contestables d'ailleurs. Et même si ce n'est pas fait de jeu, ça se limite sur 1-0, 1-0. Ça montre quand même que les niveaux ne se dépassent pas. Voilà, donc quand on prend le Maroc, même si on revient chez les garçons, le Maroc, le Burkina Faso, côté garçon, côté homme, peut-être 1-0 que le Maroc bat le Burkina 1-0, c'est pas forcément ou le Burkina qui gagne 1-0. Non, ou le Burkina qui gagne 1-0, c'est pas forcément peut-être je dirais peut-être un tsunami. Le Sénégal qui bat le Burkina 1-0, on va pas crier au scandale. On peut dire que c'est tout de même logique, parce que les niveaux ne se dépassent pas assez. Donc ici les dames ont également prouvé cela. Malheureusement, il aurait fallu qu'ils le fassent pour que nos dirigeants, peut-être... là, moi, je tire d'abord à bouler sur la Fédération burkinabé de football ici. Oui, non, mais pas autant que cela quand même. Non, oui, d'abord c'est eux. C'est vrai que le ministère finance, c'est eux qui organisent un peu parce que le ministère s'occupe de tous les sports. C'est pas forcément que le football. Mais là, déjà, quand c'est vous qui gérez le football, quand vous privilégiez beaucoup plus les hommes, c'est bien. Et si vous savez que vous ne pouvez pas donc aller d'un côté d'âme, il y a des pays qui n'ont pas participé, ils n'ont pas pris les éliminatoires. Mais là, vous engagez, vous arrivez en moitié, vous ne pressez pas, vous ne mettez pas la pression qu'il faut pour avoir l'accompagnement qu'il faut. Moi, je pense que c'est vraiment pas du tout intéressant. Ça, c'est déjà fait. Pascal l'a dit, il faut mettre des moyens, peut-être pour accompagner à la base, pour essayer de monter, et surtout nous éviter donc de voir tel scénario, parce que à l'image du monde, vous savez, le football aujourd'hui, de toute façon, on voyait les Marocaines se préparer, elles également, elles savaient comment on se préparait, et les images qu'on a vues à la télé, c'est déshonorable. Merci à toi, donc Ibrahim Dianda. On poursuit cette émission avec toujours les filles donc de retour du Maroc, à la suite donc du coach Pascal Savadogo. Assami Thiem Touré a également rencontré quelques joueuses, dont Adama Congo. La CAN féminine est le rendez-vous pour toutes les footballeuses de montrer aux yeux de l'Afrique ce qu'elles valent. Le Burkina Faso, petit poussé et novice, a participé à cette fête. Un rêve pour les étalons dames qui ont lutté depuis plusieurs années avant de l'obtenir. S'illustrant pour la première fois à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, les joueuses disent être satisfaites mais conscientes que le travail continue. Ça n'a pas été ce que je voulais
Et je voulais que première phase, qu'on puisse être qualifié pour jouer quart de finale. On a fait ce qu'on pouvait, mais ça n'a pas marché. Pour moi, c'était une bonne expérience. Bon, c'est vrai que, comme le dit souvent notre coach à l'équipe nationale, c'est la première fois pour nous de participer à la CAN, mais ce n'est pas une première fois pour nous de jouer au football. Bon, on a essayé de montrer ce qu'on avait dans les pieds, dans la tête. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mais nous gardons le bon côté des choses et nous espérons que les prochaines seront les bonnes. Pour elle, le manque d'expérience et la mauvaise préparation étaient la cause de cette sortie prématurée. Bon, je dirais le manque d'expérience, voilà. Parce que chez nous étions très jeunes. Et puis, voilà. Je me dis que peut-être avec beaucoup plus d'expérience et de préparation, je pense que les prochaines seront les bonnes, comme j'avais déjà eu à dire. Adama Congo est la première joueuse à marquer à une phase finale pour le Burkina Faso. Elle dit avoir pris ses responsabilités pour aller chercher ce but. Je peux dire que je suis très contente de marquer le premier but de la CAN au Burkina. Quand on nous menait, je pense c'est de prendre ta propre décision pour aller essayer toi aussi pourquoi ça va et pourquoi ça a été. Bon, j'ai pris ma décision pour dribbler et puis aller marquer. À l'issue de ce but magnifique de Adama Congo contre l'Ouganda, Balkissa Sawadgo a été élu Woman of the Match, un titre que Rasmata Sawadgo avait obtenu lors du match contre le Maroc. Selon Balkissa, ce prix est une invite à redoubler d'efforts. C'est une grande joie pour moi. Et voilà, parce qu'au moins, je vois que les efforts d'un côté ont payé. Voilà, et c'est pour une première fois et je prends ce trophée. Je pense que ça me pousse à travailler davantage car je sais qu'avec beaucoup plus de travail, j'aurai encore plus que ça. Le rêve de toutes ces filles après la CAN est d'avoir frappé à l'œil des recruteurs afin d'avoir une carrière professionnelle. Bon, naturellement, je rêve de devenir professionnelle, jouer au haut niveau en Europe et autres. Voilà. Donc je pense que avec cette participation à la CAN, j'espère du moins et avoir frappé dans l'œil des différents clubs à l'extérieur pour pouvoir me lancer. Pourquoi pas tout de suite. Mais si ça doit encore attendre, je serai patiente. Je vais être professionnelle pour jouer le Coupe du Monde. Bon, tout d'abord, j'ai dit, et prochain CAN, on va faire le bon match pour se qualifier à la Coupe du Monde. Bon. Pour avoir des contrats, voilà. Notons qu'à l'issue de cette CAN, au moins 6 joueuses ont été repérées par des recruteurs. Voilà, des lendemains meilleurs qui s'annoncent donc pour les filles annoncées un peu partout, que ce soit dans les pays du Maghreb, en Europe et surtout en Guinée équatoriale. Alors certains faits de jeu ont peut-être précipité l'élimination des filles. En témoigne ce coup franc tiré, puis retiré face au Maroc. Nous avons donc la chance d'avoir avec nous le président de l'amicale des arbitres, donc AMAF, avec nous sur ce plateau. Alors président, qu'est-ce qui s'est passé sur ce coup franc? Dans un premier temps, tiré, ensuite retiré, on n'a rien compris. Merci beaucoup, M. Somda. Il faut dire qu'effectivement, quand un arbitre est sur le terrain, c'est ce qu'on appelle la VAR, la vidéo assistant referee. Oui. Ça veut dire que l'arbitre ne doit pas compter qu'il y a quelqu'un derrière, dehors, qui doit l'assister. Oui. Vous sifflez sans en tenir compte. Maintenant, si dans votre décision, celui qui est assis là-bas estime qu'il y a des choses que vous devrez les voir, il vous appelle. Il vous dit, ah, il y a telle situation, je souhaite que vous voyez. Si l'arbitre estime que la décision, là, lui, il a bien vu, il peut refuser de venir voir. Oui. C'est ce qui s'est passé sur le match contre le Maroc. Moi, j'ai suivi. J'ai vu une arbitre qui a décidé qu'il y a eu une faute à l'orée de la surface de réparation. Elle a placé le mur
elle a voulu donner le coup d'envoi pour qu'on puisse tirer. Alors, quand elle était prête pour qu'on tire, on l'a interpellée au micro de venir voir quelque chose. Elle a donné un coup de sifflet pour dire aux joueurs d'arrêter. En réalité, elle n'a pas ordonné le tir. Et lorsque les gens regardent, elle n'avait plus le visage orienté ni sur le ballon, ni sur le poteau. Donc, elle partait pour voir. Maintenant, la joueuse n'a pas compris, elle a tiré. Quand elle est partie les voir, puisqu'elle a déjà arrêté, quand un coup de sifflet, ça donne l'autorisation de jouer et ça donne l'autorisation d'arrêter. Voilà. Donc quand elle est partie regarder, puisqu'elle n'avait pas autorisé de tirer, elle est partie regarder, elle s'est confortée dans sa décision qu'il y avait une faute, donc elle est venue dire de tirer. Mais il y en a qui... Non, de tirer, puisque le premier là, c'est pas elle qui a autorisé, elle avait dit d'arrêter. Okay. Voilà. Donc les gens ont pensé qu'elle s'est tiré une première fois qu'elle est arrivée. Non. Premièrement, quand elle a donné le coup de sifflet, c'était d'arrêter pour qu'elle aille voir, parce que quelqu'un l'a interpellé au niveau de la VAR, là, de venir voir une situation. Voilà. Voilà l'explication qu'on peut donner sur ça. Alors, et puis ce carton rouge face à l'Ouganda, quand même, ça me semble assez sévère. Un carton rouge, moi je suis un arbitre sur le terrain, mais je vais donner des éléments qui peuvent analyser quand est-ce qu'on peut donner un carton rouge à un joueur. Oui. Vous savez, dans l'arbitrage, les fautes là, un carton rouge est une sanction disciplinaire. Il y a deux types de sanctions, ce qu'on appelle les sanctions techniques, les coups francs. Les coups francs sont des sanctions techniques, par exemple. Les cartons rouges ou jaunes sont des sanctions disciplinaires. Il y a deux situations qu'on peut donner des sanctions disciplinaires. Soit c'est une faute tactique, ça veut dire que vous avez fait la faute parce que vous avez estimé que si vous laissez cette phase-là passer, ça peut profiter beaucoup à l'équipe adverse et ça peut donner un but. Ça, c'est une sanction, ça c'est une faute tactique. Ça peut être une faute liée à une faute liée à l'intégrité physique du joueur. Le match qu'on a suivi là, en réalité, une faute qui donne droit à un carton rouge, dans ce genre de situation, on appelle ça un doxo. Dans quelle situation on est face à un doxo? La loi dit, un doxo, ça veut dire une situation où ni était l'intervention, le but était évident. Pour qu'on donne un carton rouge sur une situation de faute tactique, ça veut dire ni était l'intervention du joueur, c'est un but évident. Et quelles sont les considérations qu'il faut prendre en compte? Il y a d'abord que celui qui a le ballon a le contrôle du ballon. Il y a qu'il se trouve dans l'axe du but. Il y a qu'en termes de distance, il n'est pas trop éloigné du but. Il y a que les défenseurs sont battus et que personne, on a analysé clairement que personne ne peut attraper ce joueur qui a le contrôle du ballon, qui est dans l'axe du but et qui n'est plus très éloigné. Dans cette situation-ci, il me semble que la joueuse, la défenseuse du Burkina, était juste à la sortie de la ligne médiane qui se trouve être au moins à 52,5 mètres de la ligne de but. Alors, il nous appartient, nous, ici, d'apprécier voir une joueuse qui a 52,5 mètres, même si on estime qu'elle était déjà à 2 mètres de la ligne de but, c'est comme si elle est peut-être à 50 mètres. Est-ce qu'à 50 mètres, on peut estimer qu'une autre joueuse est à côté, si elle n'était pas trop loin, est-ce qu'elle ne peut pas courir pour l'attraper? La réponse maintenant, c'est à chacun d'analyser. C'est à chacun d'analyser. Alors, voilà. Moi j'ai analysé, je sais qu'Ibrahim Danda a analysé. Alors, Ibrahim Danda, toi et moi, on pourra s'entendre pour décider que... Non, moi, ce que je vais dire aussi, c'est que souvent, je sais que les arbitres aussi tiennent compte souvent du contexte du match. Et moi, ce qui me gênait un peu, c'est que c'était en première période, 18 minutes, un peu tôt quand même. Oui. Et si c'était peut-être une faute peut-être qui portait atteinte à l'intégrité physique de la joueuse, je peux comprendre. Mais comme c'était sur une action où le but était inévitable, à 52 mètres quand même. 52 mètres, et quoi qu'on dise, nous sommes avec les dames, on sait très bien qu'elles ne sont pas forcément chirurgicales comme les hommes. Souvent même, elles peuvent venir... on peut penser peut-être que c'est évitable, elle va peut-être choisir un angle et puis elle peut tirer sur le gardien. On sait comment est-ce qu'on a vu un peu certaines actions de phase de jeu. Donc moi je pense que à partir de ce moment, peut-être il n'y avait pas rouge, peut-être le jaune, peut-être avec je sais que j'oublie un peu les termes, comment on appelle ça, une verbalisation qui puisse le faire comprendre que bon, peut-être si elle répète un truc comme ça encore, on va peut-être le jeter un deuxième lui, mais directement un truc comme ça, moi j'estime que c'est sévère. Comme il a dit, il a posé la problématique tout en disant qu'à chacun d'analyser. C'est pas sûr qu'il, s'il était sur le terrain, il allait peut-être prendre la même décision, mais comme on le dit, l'arbitre reste donc le seul maître. Il y a eu des faits et chacun prend la décision en fonction maintenant de sa façon de faire. Bon, le reste, on va laisser comme ça. Je pense que tout le monde nous convenons qu'il n'y avait pas rouge. Alors on en profite pour échanger avec le président de la MAF sur ce tournoi de football dénommé tournoi de l'Union des acteurs du Faso Foot, placé sur le thème une meilleure synergie des acteurs du Faso Foot pour de meilleures performances dans le Faso Foot, tournoi donc prévu pour le 23 juillet au stade municipal Issoufou Konombo. Alors président,
Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire que tout est fin prêt pour le déroulement de ce tournoi? Merci beaucoup, M. Somda. Il faut dire que on peut dire que tout est fin prêt, parce que toutes les équipes que nous avons invitées, il faut dire que c'est des équipes invitées. Oui. Nous avons estimé qu'au regard de l'évolution du monde, vous savez qu'avant les arbitres, c'est des personnes qui ne voulaient pas parler beaucoup. Qui ne parlaient même pas. Voilà, donc nous avons estimé qu'il faut s'ouvrir aux autres collaborateurs, parce que le foot c'est quand même un tout. Il y a d'autres acteurs, il y a les entraîneurs, il y a les journalistes sportifs, il y a les organisateurs. Donc nous avons estimé qu'il était de bon ton que nous aussi nous puissions donner notre partition à ce qu'ensemble nous puissions développer cela. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons pu transmettre quand même les invitations. Beaucoup d'équipes nous ont répondu. Maintenant, c'est sur la question de l'infrastructure qui se trouve être le stade du 4 août. Stade municipal n'est pas disponible pour le 23. Oui. Nous avons décalé d'une journée, ça va être le 24. Nous allons contacter toutes les équipes et leur dire que ça va se passer maintenant le dimanche 24 au stade municipal. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de mettre les petits plats dans les grands quand vous dites pour que tout se passe bien. Quand vous dites toutes les équipes, il y en a combien? Il y a 10 équipes. 10 équipes, alors on suppose que la très redoutable équipe de Presse Football Club convient. Il faut dire que, oui, tout à fait. Il faut dire que nous sommes à la 2e édition. L'année passée, nous avons joué. Bon, en tout cas, la presse était là l'année passée. Oui. C'est une occasion de dire merci à la presse qui nous accompagne. Même ce soir, nous sommes là parce que vous nous avez invités. Oui, bien sûr. Mais bon, l'année passée, nous n'avons pas remporté le tournoi. Oui, parce qu'on n'était pas venu pour remporter. L'année passée, en tout cas, vous étiez là. Bon. Nous n'étions pas venus pour remporter. D'accord, on espère que cette année... On n'avait pas souhaité gâcher la fête. Ok, bon, c'est tant mieux alors. Mais cette année, en tout cas, nous sommes préparés pour montrer qu'au-delà du sifflet, oui, nous sommes aussi des gens qui savent jouer un peu au football. Il faudra vous méfier surtout de la redoutable et très redoutable équipe de Presse Football Club. Moi, j'ai envie de poser la question, quels sont ceux qui doivent siffler ces matchs? Oui, nous avons... C'est une très belle question. Hein. Les maîtres du jeu, c'est qui? Non. L'année passée, ce sont des entraîneurs qui ont sifflé. Hein, okay. Pour que les gens ne viennent pas nous accuser après d'avoir été jugés et partis. Oui, mais nous avons contacté les entraîneurs. Entre un entraîneur et un arbitre qui siffle un tournoi où un arbitre joue, c'est comment ça peut se passer après. Oui, mais si vous voulez, on peut trouver des journalistes qui vont siffler. Hein, je pense que ça, c'est mieux, surtout pour les mecs des journalistes. Hein. C'est pas évident quand c'est des entraîneurs, là, parce que souvent, je sais qu'il y a des entraîneurs qui n'aimeraient pas voir la tête de certains arbitres. Oui, bien sûr. Alors, Belem, on reste toujours sur ce tournoi. Donc, 10 équipes conviées le 24 juillet. Alors, comment ça va se passer techniquement sur le terrain? Parce que quand même, 10 équipes, est-ce qu'on va aller en deux groupes de 5? Ce sera des éliminations directes, comme on le dit souvent. Comment ça va se dérouler? Oui, effectivement, on a fait ça en 2 groupes de 5. Il faut dire que c'est un Maracana. Oui. On fait le tirage au sort sur place. C'est par poule. Oui. Je pense que chaque équipe doit avoir au maximum 3 matchs. Oui. Et directement, nous partons directement en demi-finale. Oui. Et on joue la finale. C'est en une journée. Alors, au-delà de ces Maracana-là, il y a d'autres activités connexes. Nous comptons organiser des échanges avec les autres partenaires, notamment sur 2 lois, notamment la faute de main, oui, et puis le hors-jeu. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que généralement dans les championnats, il y a quand même quelques difficultés liées à notre sens, au fait que nous pensons que nous ne sommes pas à la même hauteur de compréhension des lois par rapport aux autres acteurs. Et après avoir analysé, nous avons estimé que ces 2 lois-là, notamment la loi 12, faute et incorrection, et puis le hors-jeu, la loi 11, sont les lois qui nous créent beaucoup plus de problèmes. Mais quand nous avons analysé, nous avons estimé que ce n'est pas forcément, même s'il y a des erreurs d'arbitrage, c'est un peu lié au fait que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Parce que pour nous... Autrement dit, ce que nous pensons, nous croyons ou nous voyons comme des erreurs, en réalité, ne le sont pas. Oui, il y en a qui ne sont pas forcément des erreurs. C'est peut-être parce qu'on ne sait pas. Voilà, tout à fait. Interpréter peut-être voilà, là. Tout à fait. Une main dans la surface d'un défenseur, c'est un penalty. Non, une main dans la surface d'un défenseur n'est pas forcément un penalty. Ça dépend. Par exemple, un arbitre, aujourd'hui, d'un certain niveau, on parle de position naturelle des bras. La position naturelle dépend de la position des joueurs. Lorsqu'un joueur se déplace, la position naturelle n'est pas la même chose qu'un joueur qui est en hauteur, qui a sauté. Parce que quelqu'un qui est en train de sauter, il saute avec l'air des bras. Malgré que les bras ne sont pas collés, ne touchent pas, si je peux me permettre un peu, les cuisses, oui, mais il est dans une position naturelle. Donc, il y a ces aspects-là que l'arbitre analyse et je ne suis pas sûr que les autres acteurs sont au courant de ces informations.
Oui, on n'a pas dit qu'il n'y a pas d'erreur, hein. Mais Monsieur Belem, à la fin, parfois, pour ceux comme moi, forcément, comme vous le dites, qui ne sont pas au parfum donc, des lois, on a parfois l'impression qu'on nous fait bouger d'un sens comme dans l'autre. Parfois, on nous dit que le joueur a augmenté sa surface corporelle. Parfois, on nous dit après que la balle a heurté une partie du corps avant de toucher la main. Oui. Parfois, on nous dit non, qu'il avait les bras collés. Alors, en définitive, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre, même quand on a envie de comprendre. Oui, il y a beaucoup de... Vous savez que la question du football là, c'est l'IFAB qui définit les lois, qui les relie, voilà, qui les adapte en fonction des réalités. Vous savez qu'ils ont un site, n'importe qui peut les écrire. Hein. Vous pouvez les écrire, vous dites par rapport à ça là, vous estimez que c'est mieux que de faire ainsi. Voilà pourquoi les lois la changent. Alors, on dit, lorsque par exemple la balle là, touche une partie du corps avant de toucher, ça dépend de la position de la main. Imaginez quelqu'un qui est dans la surface de réparation et la main se trouve au-dessus de l'épaule. Il n'y a pas une situation de jeu ou même quand on parle de position naturelle du bras, votre bras va être au-dessus de l'épaule. Alors je saute et puis j'ai les bras comme ça. La balle tape ma tête, elle tape ma main, y a-t-il pénalty ou pas? Oui, mais si c'est ça, la balle, le bras n'est pas au-dessus de l'épaule. Mais pour sauter, on a besoin de ça. Oui. Pour pouvoir sauter. Lorsque la main est comme ça et que c'est dans le saut que vous êtes, quand on analyse pour dire une position naturelle, vous êtes là. Mais lorsque la main est là, est-ce qu'on a besoin de cette position-là pour pouvoir sauter? Donc c'est ces analyses-là qui font que c'est un peu difficile entre nous et puis certaines personnes. Maintenant, c'est pour ça qu'on a amené la VAR. L'arbitre peut décider et l'arbitre va dire, il faut venir regarder parce que ce que tu es en train de voir là n'est pas forcément ça. Donc on a donné des indicateurs ou des références qui permettent à l'arbitre aujourd'hui d'analyser. Maintenant, le problème chez nous, c'est quoi? Nous, on n'a pas quelque chose qui nous guide. Donc, du coup, si l'arbitre se trouve déjà dans une position qui ne permet pas de bien voir, lui, il ne décide que ce qu'il a vu. Ce qu'il a vu, et si vous avez la chance d'avoir des kits oreillettes, ce que tu as vu, toi, tu dis ça. L'assistant peut dire que lui n'a pas vu quelque chose, ou l'assistant peut dire que lui, il a vu quelque chose que toi, tu n'as pas vu, puisque c'est des questions d'angle. C'est ce qui nous complique un peu la tâche. Si, par exemple, les journalistes ont une caméra qui a vu un angle qui n'est pas forcément ce que vous, les arbitres, vous avez vu, ça peut créer d'autres difficultés. Donc c'est pour dire que peut-être aujourd'hui, nous savons que nous sommes dans un pays où les moyens sont limités, mais il faut travailler peut-être à nous équiper un peu. S'il n'y a pas l'équipement là, c'est compliqué. Parce que l'arbitre, il ne décide que ce qu'il a vu. C'est pas parce que tout le monde clique à pénalty que lui il va siffler. Hein. Si lui il est dans un axe et le ballon se trouve dans l'autre axe, l'assistant n'a pas vu et l'arbitre a vu que dans son axe là, lui il n'a rien vu. Normalement, si les gens crient, tu ne peux pas siffler parce que tu n'as pas vu. Même si tu as vu. Non, si tu as vu, normalement, tu dois siffler. Parce qu'un arbitre, c'est quand même un individu qui doit être vraiment impartial, qui doit, comment on appelle ça, c'est le magistrat du football qui doit décider en fonction des réalités qu'il voit. Si vous voyez quelque chose, vous décidez de ne pas siffler, ça veut dire que vous avez un parti pris et on doit vous mettre de côté. C'est clair. Merci, monsieur Belem. Je rappelle, président donc, de la MAF, l'amicale des arbitres du Faso. À présent, on va donc pour un micro-trottoir. Vous le savez, Dango Ouattara est nominé pour le titre donc, de meilleur espoir du continent africain en cette année 2022. Il est face aux Tunisiens Hannibal Mejri, Ali Ivoirien, donc Konaté, au Ghanéen Kamaldine Souleymana. Comment les Burkinabés perçoivent-ils les performances de Dango Ouattara? A-t-il des chances de remporter le Graal au soir du 21 juillet prochain? Élément de réponse. Auréolé de ses bonnes performances en Ligue 1 française, Dango Ouattara a également découvert la CAN en janvier dernier au Cameroun. Un but et une passe décisive en fait de l'ancien sociétaire de l'AFP la future tête de gondole de l'attaque des étalons. Une palette technique au-dessus, largement au-dessus devrait-on dire. Un sens du but déjà affirmé pour un joueur voué à évoluer sur le côté et surtout ce calme olympien qu'il dégage au moment de conclure le dernier geste. De sa première sélection en janvier au dernier match face à l'Eswatini, Dango Ouattara fait de plus en plus l'unanimité de son talent chez les supporters. Les performances de Dango Ouattara sont évidentes, tout le monde l'a vu. C'est un joueur qui a pu enlever des Tunisiens à la surface de réparation et puis marquer. C'est un but qui est resté comme l'un des meilleurs buts de la CAN. Certes qu'il a brillé aussi par moments par sa combativité, mais c'est la jeunesse, on comprend. Il y a un carton rouge abusivement donné d'ailleurs, qu'on a retenu. Mais voilà, en dehors de ça,
je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs de l'étalon. C'est un joueur qui a en train d'éprouver et fait des bonnes performances. Surtout, on l'a vu à la CAN. Il a vu vraiment chez 2 matchs où vraiment il a bien joué. Bon, Dango Ouattara, vraiment, c'est un joueur qui a beaucoup de talent, qu'on le trouve. Et sa performance, bon, on ne peut pas... Je ne sais pas comment le qualifier, mais moi, je peux le qualifier avec les grands joueurs comme les Samuel Eto'o, les Doudou Troba. En passe de débuter sa 2e saison avec le groupe professionnel, le garçon compte déjà 5 buts avec l'équipe nationale, du premier inscrit face au Gabon en amical et aux 2 derniers en juin face à l'Eswatini. Dango Ouattara a été nominé pour les titres de meilleur espoir du continent. Dans ce rush final, l'étalon a pour concurrent le Tunisien Hannibal Mejbri, l'Ivoirien Karim Konaté, Kamaldine Souleymana, l'international ghanéen des Rennes et le Sénégalais Pape Matar Sarr. Dango a-t-il des chances? Ses supporters sont divisés. Oui, meilleur espoir, oui. Meilleur espoir, oui. C'est un joueur sur qui on peut compter. Et je suis sûr que les saisons à venir vont prouver cela. Voilà. Oui, non, il a les qualités, il a les qualités pour remporter ça. C'est bien, oui. Et il les mérite. Oui, il les mérite. Il a les qualités pour les remporter. Parce qu'il a des gestes d'un grand attaquant. C'est l'espoir du football burkinabé. Bon, pour le moment, moi je vois que il peut gagner, mais je vois que cette année-là, ça serait un peu difficile. Ça serait un peu difficile et il est meilleur en tout cas. Mais moi, je vois que cette fois-ci-là, ça sera un peu difficile pour lui. Il faut qu'il double d'efforts pour des années à venir. Avec une première saison pleine de promesses, 25 matchs en Ligue 1 française, une CAN bouclée à la 4e place avec en prime un but et une passe décisive, des éliminatoires de la CAN entamées de belle manière, 3 buts en 2 matchs, Dango Ouattara est certes le moins connu des nominés, mais il ne reste pas le moins doué. Il est certainement celui qui affiche les meilleures statistiques. Reste à la commission des CAF Awards de voir les choses dans la même direction que nous. Voilà, on revient sur ce plateau. Donc, Dango Ouattara en lice pour le titre de meilleur espoir du continent africain. Je vois Ibrahim Djanda qui piaffe d'impatience. Il a quelque chose à dire, certainement quelque chose de très important. Non, pas grand-chose. Je ne dirais pas quelque chose peut-être qui n'est pas connu. Nous savons tous que nous sommes en Afrique. Nous savons tous, sans trop peut-être tomber un peu dans le pessimisme, que le football en Afrique, pour ne pas peut-être répéter le propos d'un ancien entraîneur de Burkina avec peut-être son club en campagne africaine 2017, lors d'un match où ça chauffait au stade du cadre, qui disait que le football en Afrique ne se joue pas que sur le terrain. Le football se joue également dans le couloir de la CAF. Donc il faut savoir payer pour. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons peut-être ce dos large là pour peut-être supporter le jeune? Sinon, quand on regarde ses concurrents, moi je dirais qu'il n'y a pas match. Il n'y a pas match en faveur de qui? Non, Abdango plombe carrément les autres. Vous regardez un peu cette équipe, ces joueurs là, la CAN déjà, si on regarde un peu, je n'ai pas vu peut-être de performance de ses concurrents à ces trucs à la CAN. Je n'ai pas vu peut-être un qui a marqué. On a vu un peu l'apport que Dango a apporté dans cette équipe face à la Tunisie. Malheureusement, après ce but qui prend ce carton rouge, qui a empêché donc de jouer le match face au Sénégal, carton rouge aidant. Et on peut le dire, quoi qu'on dise, que son absence également a peut-être peut-être porté un coup dur aux étalons quand on a vu sa capacité donc à mener ce groupe étalon vers l'avant. On a vu également son implication dans les 2 premières journées donc des éliminatoires de la CAN avec le Cap-Vert. Il fait d'abord la passe décisive, ensuite il reçoit donc cette passe de Issa Bong pour le deuxième but face à l'Eswatini. C'est lui donc qui fait ses 2 buts, premier, deuxième but, sous carrément des actions sur le plan technique, sur le plan de la lecture de jeu, même avec son club. On voit déjà ce qu'il fait comme performance. Moi je crois que faut pas trop qu'on aille dans ce sens. Si c'était mathématique, en tout cas, on n'allait pas discuter. Mais comme je vous l'ai dit, c'est des journalistes qui votent, ce sont les entraîneurs qui votent, ce sont les observateurs qui votent. Et en Afrique, il y a toujours des non-dits. Et cela fait qu'on peut peut-être parler avec
un peu peut-être de frein. Sinon, moi, je dirais déjà félicitations à Dango Ouattara, car je sais que par rapport à ses concurrents, il n'y a pas match. C'est le meilleur espoir africain actuellement, parce que je pense qu'on ne tient pas compte des compétitions en club. Même en club, il n'a pas été mauvais. Voilà, bon, c'est juste les compétitions 25 africaines. matchs en Ligue 1, voilà, 25 saison 2021-2022. Alors, Seydou Belem, c'est vrai, vous êtes arbitre. On ne va pas dire que vous ne jouez pas, vous n'entraînez pas, mais vous suivez l'actualité du football. Est-ce que Dango a une chance, ne serait-ce qu'une petite chance dans ce tour final donc, des CAF Awards? Bon, pour moi, c'est le meilleur. Hein, parce que quand je regarde les concurrents, en dehors du Maroc, du Maghrébien, les Tunisiens, là, les autres, là, je ne les connais pas comme ça. Karim Konaté, Kamaldine Sulemana, voilà. Hannibal Mejri. Oui, parce que quand vous prenez Dango, il a une qualité des attaquants modernes d'aujourd'hui, capable d'allier l'efficacité à l'efficience. Vous avez vu sur le but contre la Tunisie, on peut revoir donc ce qu'il a pu faire, aller à une vitesse pareille, pouvoir contrôler le ballon et puis frapper, il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le faire. Et lui le fait. Donc, au regard de son âge, au regard de ce qu'il a montré dans les compétitions africaines, là, pour moi, les concurrents sont vraiment derrière Dango. Maintenant, comme c'est des questions de vote, vous savez que toute chose qui est liée à des votes, comme ce n'est pas souvent trop objectif. C'est ça qui fait que souvent il y a des craintes. Sinon, de mon point de vue, Dango, c'est le meilleur espoir africain actuellement. On n'a pas discuté sur ça. Merci. Donc, on reste toujours donc, avec Seydou Belem. Je rappelle, c'est le président de la MAF, l'amicale des arbitres du Faso. Mais avant, donc, toutes nos prières vont avec Dango Ouattara. Le verdict, c'est le 21 juillet prochain. Donc, du côté du Maroc, on saura si donc, le Burkinabé, sociétaire du FC Laurent, repartira avec donc, le titre de meilleur espoir africain. Alors, à partir donc, du 24 juillet, c'est ce tournoi. Est-ce un tournoi qui se déroule en une journée ou c'est un tournoi qui va se tendre sur plusieurs semaines? Bon, pour le tournoi, ça se déroule en une journée. Mais avant le tournoi, l'amicale des arbitres, ce qu'on appelle une assemblée générale, une assemblée générale extraordinaire pour un peu faire le bilan de nos activités depuis la création de l'association. Il y a 2 ans? Il y a 2 ans que nous avons été mis en place. Je pense le 30 août 2020. Donc nous allons faire l'assemblée générale le vendredi. Le tournoi, c'est dimanche maintenant, c'était programmé pour samedi. Oui. Et comme je le disais, après cela, il y a l'activité liée aux lois de jeu. Sinon, pour le tournoi même, c'est en une journée. Donc ça veut dire qu'on a donc le vendredi l'assemblée générale, on a le tournoi donc le dimanche, et on a ce séminaire-ci de lois de jeu le samedi. C'est ça. Donc durant 3 jours, c'est non-stop avec la MAF. Oui, normalement. En tout cas, nous sommes en train également de voir, nous sommes en train de réfléchir sur un thème qu'on est en train de vouloir mûrir et puis discuter avec certaines personnes. Oui. Nous sommes en train de penser à un thème comme quelle stratégie pour une amélioration des performances de l'arbitre du Faso Foot. Alors justement, ça fait 2 ans que donc la MAF existe. Est-ce que vous pouvez faire un petit bilan pour nous? Est-ce que vous estimez que depuis la création de cette association, les choses ont un peu évolué dans le sens du positif pour donc les conditions de travail des arbitres? Oui, on peut dire que les choses commencent à bouger. Même si dans le football, vous savez que quand on parle des questions arbitrales, ce n'est pas simple, mais les choses commencent à bouger quand même. Parce que depuis que nous sommes là, déjà, voilà que nous sommes sur au plateau en train de parler des questions arbitrales. Avant, je ne pense pas que c'était évident. Aujourd'hui, nous sommes ouverts. Toute personne qui veut nous contacter pour discuter des questions arbitrales, nous sommes là. Parce que la loi vous le permet? La loi nous permet. La loi nous permet, mais bon, dans une moindre mesure, on ne peut pas discuter sur des éléments sur lesquels vous-même vous officiez. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas venir discuter des championnats sur lesquels, ou bien des faits sur un match où j'ai presté. D'accord. Voilà. En dehors de cela, pour les questions d'arbitrage, je pense qu'on peut discuter. Oui, là, j'allais en venir peut-être. On sait qu'il y a la commission centrale des arbitres au niveau de la Fédé qui organise ce travail, qui est, comme on l'a dit, c'est la grande muette là-bas. Maintenant, l'association est là. L'association essaie de parler, de sensibiliser, de travailler, de chercher la cohésion donc, dans le monde footballistique. Pourquoi on ne sent pas aussi ce rapprochement, surtout parce que c'est vrai avec les journalistes et autres, il y a cela. Mais le plus gros problème, c'est les supporters.
Les supporters, on sait, il y a des ultras dans nos stades qui n'hésitent pas à vous lapider, qui n'hésitent même pas à vous faire des insultes, des mots, voilà, des mots pas du tout simples, qui ne comprennent pas le jeu comme vous l'avez dit. Eux, ils sont bien organisés également dans les clubs, ils ont des actions de supporters. Il y a l'Union nationale des supporters sur le plan régional et même sur le plan national. Pourquoi il n'y a pas donc ce tandem-là pour essayer de travailler également à ce que les gens puissent mieux connaître votre travail? Parce que on pensait que peut-être la commission centrale devait le faire. Je pense qu'il y a eu l'année où, au début du championnat, il avait fait, mais depuis un certain moment, dans la même veine, ça ne se fait plus. Je vais rebondir sur ça. Donc, quels sont les rapports entre l'AMAF, l'UNAF, la commission centrale des arbitres, et puis bien entendu les supporters, comme il le dit? Oui, il faut dire que déjà dans la compétition, l'Union nationale des supporters est invitée. Oui. L'année passée, ils étaient là. Nous pensons que c'est par cette façon que plus vous connaissez, plus vous tolérez beaucoup de choses. C'est le fait de se laisser dans ces carcans pour dire que nous sommes arbitres, on ne veut pas s'ouvrir aux autres là, qui font que les autres même peuvent penser que vous êtes contre leur équipe, ainsi de suite. Sinon, pour ce qui est de l'AMAF et de l'UNAF, ce sont des structures associatives. Je parle de l'AMAF parce que je suis le président. Nous sommes là pour défendre les intérêts matériels et moraux des arbitres. Le syndicat, en fait. Oui, si vous pouvez l'appeler ainsi, même si dans les papiers nous ne sommes pas un syndicat, nous défendons les intérêts moraux et matériels des arbitres. Alors, comment on appelle ça? La CCA, la Commission centrale des arbitres, et les commissions régionales sont des structures techniques. Par exemple, la CCA est une structure technique de la Fédération burkinabé de football. C'est elle qui recrute, c'est elle qui parle des questions d'arbitrage sur le plan national, c'est elle qui doit former, c'est elle qui doit discuter du recrutement, de la formation des arbitres. Voilà les actions de la CCA. Mais je ne pense pas qu'elle est fermée. Hein. Si vous l'invitez, les clubs n'invitent pas beaucoup la CCA pour les questions de formation. Hein. Parce que la CCA est ce qu'on appelle le DDA, la direction du département de l'arbitrage, qui, en tout cas, c'est la direction qui est constituée d'un certain nombre de techniciens. Parce que les gens ne savent pas que l'arbitre aujourd'hui c'est un sportif de haut niveau comme les autres. Donc au niveau de la FIFA, c'est ce qu'on appelle la commission de l'arbitrage de la FIFA. Et là-bas aussi c'est organisé avec les instructeurs techniques, des instructeurs physiques, ainsi de suite. Donc si un club veut par exemple comprendre les lois de jeu, aujourd'hui ça m'étonne vraiment que beaucoup de clubs ne se bousculent pas pour inviter la CCA à venir les expliquer certaines choses. Comment est-ce qu'un entraîneur aujourd'hui peut faire une planification d'entraînement et par rapport à l'évolution du hors-jeu, il ne cherche même pas à comprendre. Maintenant sur le terrain, il va sans dire que les attaquants soient en position de hors-jeu et les supporters vont se plaindre. Parce que dans la planification de l'entraînement, ils n'ont pas tenu compte de la nouvelle donne de l'évolution du hors-jeu. Pour moi, c'est parce que les gens ne les invitent pas. Sinon, aujourd'hui, il y a des instructeurs. Si on les invite, ils vont répondre. C'est la même chose pour la CRA au niveau régional. La CRA, c'est la commission régionale des arbitres. C'est une structure technique des ligues. Voilà. D'accord, on reste toujours football pour parler reprise cette fois avec l'AS Douanes. Les Gabelous ont effectivement donc repris les entraînements lundi dernier. Pour eux, il s'agira de préparer la Super Coupe AGSP à venir, de tenter de remporter le championnat et éventuellement en campagne africaine d'accéder à la phase de poule. Une équipe des Gabelous dirigée désormais par Kamou Malo, l'ancien sélectionneur des Étalons. Ce sont ces techniciens qui vont piloter le navire AS Douanes pour cette saison. Engagé en campagne africaine, c'est Kamou Malo, ex-entraîneur des Étalons, qui aura la lourde tâche de conduire cette équipe. Pour l'épauler, il a fait appel à Antoine Ilboudo, qui a été son adjoint à l'US Forces Armées et Zié Ouattara. Il dit avoir retrouvé le banc avec beaucoup d'émotion. D'abord avec beaucoup d'émotion. Parce que vous savez que je suis un produit de ce championnat, ce face au foot. Ça, je le revendique, je le dis tout le temps. Alors, après, effectivement, l'épisode de la Coupe d'Afrique, où on a, en tout cas, tutoyé, j'allais dire, le football de haut niveau, retomber dans un championnat national. C'est vrai, il faut oser le faire, sinon c'est pas facile de faire ce rétro-pédalage. Mais quand on aime la chose, je suis venu au football par passion. Alors je pense que vivre ma passion avec une équipe du championnat burkinabé
n'est pas une chose ridicule, loin s'en faut. Je sais ce que je suis venu chercher. Je pense que je suis là avec beaucoup de motivation surtout. Ça, il faut le dire, c'est ce qui me guide. Hyper motivé en tout cas pour l'animation de notre championnat. Avec l'expérience acquise en campagne africaine avec le RCK, Kamou Malo est un averti. Et pour y arriver, il renforce son effectif avec de nouvelles têtes comme Ousmane Silla de provenance de l'Algérie, Sam Ilboudo, Ridouane Maïga, Herman Nikiema et Claver Tchenderbego. Quoi de plus normal que d'apporter en tout cas certains joueurs d'expérience qui ont déjà du vécu dans cette compétition. Quand vous prenez un garçon comme Herman Nikiema, effectivement il a du vécu dans ce domaine. Alors, mais ce n'est pas la seule personne. C'est des jeunes qui sont venus et qui vont retrouver un noyau qui était déjà là, et un très bon noyau qui a gagné quelque chose. Donc je pense que chacun de nous va s'inscrire dans cette dynamique. Même nous qui venons d'arriver, c'est de vraiment, nous ne venons pas pour recommencer le travail, nous venons en tout cas pour prendre la suite du travail magnifique que Yaya Kone a pu faire dans cette équipe durant ces 3 saisons. Alors donc, nous sommes conscients de la tâche qui nous attend. L'objectif pour cette mission est clair, remporter le titre cette saison et atteindre les phases de groupe de la Coupe de la Confédération africaine de football. Vous savez que quand vous arrivez dans une équipe comme l'AS Douane déjà, sa première année de vie dans la première division avait réclamé déjà le titre. Donc c'est une équipe qui chaque année en tout cas va à la recherche de ce titre. Alors bon, quoi de plus normal, c'est légitime. Nous venons d'arriver, c'est une équipe, vous avez compris que l'année dernière, elle a loupé de près en tout cas ce titre. Jusqu'à la dernière journée, elle pouvait encore être championne. Elle a été vainqueur de la Coupe du Faso. Donc naturellement, ça nous met la barre à un certain niveau. Et nous allons nous employer en tout cas à faire mieux. Une philosophie et un état d'esprit adoptés par ces joueurs motivés à bloc. Tout un joueur, c'est le choix de tout un joueur. Quand tu commences un championnat, voilà, c'est de tout faire pour prendre le championnat. Voilà, donc on va donner toutes les armes possibles pour pouvoir atteindre l'objectif. C'est ça, c'est les mêmes objectifs. Dès que je suis ici, c'est aider le club à atteindre ses objectifs personnels et ainsi que moi aussi mes objectifs. L'AS Douane, chaque saison, notre objectif c'est d'être champion. Là, on n'a pas à en cacher. On joue pour être le champion de Burkina Faso. Voilà. Même l'année passée, on en a essayé, l'année surpassée. Mais cette année, on ne la cache pas. On dit haut et fort, on veut être champion. Pour débuter les séances de préparation, c'est quelques exercices de conditions et de techniques pratiques qui ont été mis en place afin de réveiller les muscles endormis pendant ces vacances. Voilà, Kamou Malo qui hérite donc du banc de l'AS Douane avec de nombreux objectifs à atteindre cette saison. Ibrahim Djanda, l'AS Douane aurait voulu chercher un technicien expérimenté. Quel serait forcément aller vers Kamou Malo, n'est-ce pas? Naturellement, je pense que pour le moment, au Burkina Faso, ils ont pris peut-être le meilleur sur le marché qui était libre. C'est lui, je pense que ce qui a peut-être poussé Kamou Malo à accepter ce challenge, c'est surtout la campagne africaine qu'il doit jouer. Il a l'expérience de la campagne africaine qu'il a joué avec le RCK. Il a Sonabel. Il a également cette expérience de la compétition africaine, tous les éliminatoires qu'il a fait avec le mondial, CAN avec les étalons et cette CAN qu'il a joué. Il a une certaine grande expérience du football africain. Il pourra donc aller vers ce challenge-là. Et surtout que la Douane a essayé de miser un peu sur les moyens pour attirer certains joueurs. Vous avez vu les Clavet, c'est des joueurs qui avaient peut-être essayé cette campagne africaine, qui ont joué peut-être le Chan, qui ont cette expérience également en campagne africaine de retour et pas des moindres également de certains pays, joueurs qui sont venus se relancer. Je pense qu'il a quand même un groupe qui peut faire quelque chose. C'est surtout le permettre également d'avoir un peu de temps pour travailler avec le début du championnat d'ici là. D'abord c'est la Supercoupe GSB, ensuite le début du championnat. Il pourra essayer de faire quelque chose pour essayer d'aller en Coupe africaine. Parce qu'au Burkina on attend aussi ça depuis Salitas à 3 ans maintenant de cela. On n'a plus une équipe qui est allée un peu loin pour faire rêver. Donc j'espère en tout cas que la Douane pourra faire quelque chose. La Douane pourra faire quelque chose. Alors on est quasiment au thème de cette émission. Il n'y a plus que 2 minutes. Nous recevons donc Seydou Belem, président de la MAF, l'amicale des arbitres du FASO. La MAF qui organise à partir du 22 juillet, il faut préciser 22 juillet, d'abord son assemblée générale ordinaire. Le 23, ce sera un petit séminaire pour discuter
des innovations qu'on pourrait apporter pour améliorer donc les conditions de travail des arbitres. Et le 24 juillet, ce tournoi donc où on verra l'équipe des journalistes sportifs, l'équipe de l'UNCE, une équipe de la MAF. Sur le parrainage de monsieur le président de la Fédération burkinabé de football. Ah, j'avais oublié, c'est sous le parrainage de monsieur le président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé. Mais justement, est-ce que la fédération participera à ce tournoi avec une équipe? Oui, nous avons fait un regroupement d'équipes, à savoir la Ligue de football professionnel, la Ligue du centre de football, la Fédération burkinabé de football. Tous ces trois-là doivent former une équipe. C'est sûr que j'en vois déjà qui tremblent à l'idée de savoir que l'équipe des journalistes sportifs va jouer. Je pense que le coach Claude Ramba, il est à l'écoute, il prépare déjà ces éléments. Je t'informe que ce coach a déjà donc montré ce qu'il sait faire, parce qu'avec une équipe fortement remaniée, sans certains cadors, quand je parle des cadors, ils sont allés à l'académie de police et ils ont mis les policiers au pas. Ça c'est connu. Alors si les policiers ont été mis au pas, c'est pas les arbitres qui vont faire autre chose. Monsieur, votre équipe a déjà pris 2 défaites face aux arbitres au stade municipal. Oui, c'est ce le même monsieur Claude Ramba était l'entraîneur. Oui, c'est ce que je vous ai dit, pour ne pas gâcher la fête lors de la fête des arbitres. La dernière défaite, je pense que c'est moi qui étais au but. C'était juste 1-0 et c'était un but hors jeu. Et en plus, malheureusement, c'était une arbitre qui sifflait. Et en plus, c'était pour ne pas gâter la fête. Voilà, pour ne pas gâter la fête. Et puis, c'était tardivement, ils ont sifflé jusqu'à une certaine heure. À un certain moment, on ne voyait plus rien. Mais voilà, on n'a rien compris. Donc, mais cette fois-ci, je pense qu'il faut qu'on ouvre l'œil quand même. Il faut qu'on ouvre l'œil, il faut qu'on remette les choses au clair. Alors, c'est fait un plaisir d'être à votre compagnie. On a déjà au thème de cette émission. True TV sera en tout cas au cœur de ces 72 heures donc, des arbitres. Déjà, l'Assemblée générale le vendredi, le séminaire le samedi. Et ensuite, ce grand tournoi le dimanche. On espère en fin de compte céder le tournoi, le trophée plutôt à la MAF et revenir avec la victoire. C'est tout pour Sport 3 de ce jour. Ça a été un plaisir d'être à votre compagnie. Merci Ibrahim Djanda, merci Seydou Belem, merci à toute l'équipe de réalisation. On se retrouve lundi prochain pour plus de passion sportive sur True TV.